Au printemps 2015, de mystérieux courriers parcourent la Nièvre et viennent garnir les boîtes aux lettres de la mairie et de l'association des parents d'élèves de l'école primaire de Raveau, la commune où réside alors partiellement le plasticien Claude Lévesque. D'autres missives sont adressées au commissariat de Montreuil, en banlieue parisienne, où l'artiste vit le reste du temps. Toutes les lettres délivrent le même message choc: Claude Lévesque est un pédophile, protégez vos enfants. À ces lettres se sont ajoutés des témoignages, des plaintes, et puis l'affaire a éclaté au grand jour dans la presse en 2021. À Libération, Willy Ledevin, journaliste au service Enquête, et Claire Moulaine, journaliste au service Culture, enquêtent depuis 2 ans sur ce dossier. Claude Lévesque, artiste plasticien, qui est accusé de viol sur mineur. On aura l'occasion de se pencher plus précisément sur les faits et sur les témoignages et les plaignants que vous avez les témoignages que vous avez pu récolter tout au long de votre enquête. Mais avant, pour bien comprendre donc de qui il s'agit, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, Claire, qui est Claude Lévesque, parce qu'il n'est pas toujours forcément connu par le grand public, quoi, mais il est très connu dans le monde de l'art. Voilà, donc Claude Lévesque, c'est un artiste plasticien qui est né en 1953. Qui est dans le champ de l'art contemporain, une figure vraiment très identifiée, c'est presque un artiste institutionnel, comme on dit, qui a représenté la France à la Biennale de Venise en 2009, qui a réalisé une très grande installation, un grand néon qui avait perforé la pyramide du Louvre quelques années plus tard, dont une œuvre était exposée dans les salons de l'Élysée. Il a écumé tous les musées, centres d'art de France et pas mal à l'international aussi. Donc c'est vraiment un artiste très identifié dans le champ de l'art contemporain, qui travaille sur deux grandes thématiques, l'enfance d'un côté, et donc on va voir que évidemment, c'est intéressant par rapport à l'enquête qu'on a menée. Disons, la violence liée aux institutions que sont l'école, la prison, ces grandes institutions publiques et la violence qu'elles peuvent exercer sur les corps, et donc il a entremêlé comme ça tout au long de sa carrière ces deux angles de lecture. Et donc de quoi est-il accusé précisément ? Il est accusé de viol et agression sexuelle sur des mineurs qui se sont déroulés selon les témoignages recueillis à partir de 8 ans pour l'un des témoins victimes jusqu'à 17-18 ans, et ce schéma ayant été répété sur 40 années, de 1979 à 2009, qui sont les dates indiquées dans la procédure de la juge. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien il y a de plaignants Alors, il y a 3 personnes qui dénoncent des faits qui ne sont pas prescrits pénalement. Et il y a ensuite 4 personnes qui ont été entendues pour des faits prescrits. Le fait que tu précises qu'il y a des plaignants qui sont sur des faits non prescrits, c'est important parce que du coup, ça ouvre aussi la possibilité d'un futur procès. Absolument, d'autant que Claude Lévesque a fait des aveux partiels dans la procédure. Donc, il y aura sans nul doute un procès dans quelques mois ou quelques années, si Claude Lévesque est toujours en état d'être jugé d'ici là. Alors, dans le premier volet de votre enquête, la parole est surtout donnée aux différentes victimes, aux différents plaignants que vous avez pu entendre. Et vous expliquez aussi donc, que la première plainte a été déposée en 2019 par Laurent Foulon. Voilà, Laurent Foulon, donc, qui est un artiste aussi, artiste plasticien. Et ça, on va peut-être y revenir, mais ça fait partie un peu d'un motif récurrent, disons, dans l'affaire Lévesque. C'est-à-dire que beaucoup de ces victimes sont devenues artistes, ou en tout cas sont liées au monde de l'art aujourd'hui. Et donc Laurent Foulon, c'est un artiste qui a bientôt 60 ans et qui a effectivement porté plainte. Donc c'est le premier à avoir porté plainte en 2019. Pour des faits qui se sont déroulés donc, dans les années 80 pour ce qui le concerne, et qui a aussi fait un certain nombre de signalements concernant d'autres victimes possibles de Claude Lévesque. Et dans le dernier volet finalement de votre enquête, on apprend aussi quel est le vrai point de départ de cette affaire.
qui n'a pas vraiment débuté avec cette première plainte en 2019, mais plutôt il y a 10 ans, puisque vous expliquez que il y a 10 ans, des lettres ont été distribuées à Montreuil, là où résidait par moment Claude Lévesque, mais également près de Nevers, où était une autre de sa résidence, avec donc une lettre qui indiquait voilà, Claude Lévesque est un pédophile, protégez vos enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça, Claire? Ouais. Donc effectivement, c'est un peu une en tout cas, des premières tentatives de rompre l'omerta qui a protégé cet artiste pendant des décennies. Et c'est une personne donc, qu'on a retrouvée, qui s'appelle Sandrine dans le papier, on l'a qualifiée de victime collatérale de Claude Lévesque. Il se trouve que son fils, lui, s'est confié à cette mère, à ses parents, en 2013 concernant des faits, des abus qu'il aurait subis au milieu des années 90. Et c'était aussi voilà, ce qu'on a essayé de raconter. Cette famille, donc Sandrine, son mari, leurs fils, sont restés pendant des décennies proches de Claude Lévesque. On continuait à entretenir une amitié avec eux. Et quand le fils donc, s'est confié à ses parents, c'est ce couple a d'abord allé frapper à la porte de Claude Lévesque, a tenté de le confronter directement. Il y a eu, on en parle dans l'article, des échanges par texto et quelque chose qui ressemble quand même à une sorte d'aveu de la part de Claude Lévesque, mais tout ça est quand même resté... il ne s'est pas produit beaucoup plus que ça, et donc cette dame a effectivement tenté d'alerter plus largement en envoyant donc, des courriers anonymes, comme tu disais, à Montreuil et dans la Nièvre, où réside en partie Claude Lévesque. Pour tenter d'ouvrir la possibilité d'une enquête qui n'a pas pu avoir lieu, puisque c'était des lettres anonymes. Ça s'est arrêté là à cette époque, en 2015 pour les lettres. Je vois vos apparitions dans le chat, celles et ceux qui nous rejoignent en cours de discussion. Je reprécise pour celles et ceux qui prennent en route ces discussions. On revient aujourd'hui ce midi sur l'enquête de Libération à propos de Claude Lévesque, artiste plasticien accusé de viol sur mineur, avec Willy Ledevin et Claire Moulaine, les journalistes qui ont enquêté sur ce sujet. Vous pouvez nous mettre toutes vos questions dans le chat et je les relais à Willy et Claire. Willy, tu voulais ajouter quelque chose ou pas, justement ? Oui, en fait, je pense que pour prendre la mesure de la démarche de Sandrine, il faut expliquer ce qu'a été le système de Claude Lévesque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un artiste qui a systématiquement procédé de la même manière pendant des années pour abuser, violer, agresser des mineurs. En fait, son système de violence sexuelle est totalement imbriqué à son système de création. Et beaucoup des enfants qui ont été victimes, l'ont été dans le cadre de leur assistance portée à son travail. C'est-à-dire qu'il devenait ami, Claude Lévesque, avec des familles environnantes, soit de Nevers, soit de Paris, où il a eu des amis. Il a gardé des amitiés, par exemple, aussi avec certains élèves qu'il a eus aux Beaux-Arts, parce que Claude Lévesque a enseigné aux Beaux-Arts de Bourges. Et c'est les enfants, en fait, de ces familles-là qui, ensuite, ont été agressés sexuellement. Comment ? Claude Lévesque était d'abord ami avec les parents, amitié qui lui permettait de garder ou d'emmener leurs enfants, pendant les vacances scolaires, où Claude Lévesque leur faisait vivre une sorte de grande vie en les emmenant dans toutes ses expositions et en les faisant participer à ses œuvres. Certaines ont été co-signées par ses victimes. Beaucoup de ses enfants étaient présentés comme ses assistants, et c'est sur ces différents lieux itinérants en France ou à l'étranger qu'ont eu lieu les agressions. Ce que fait cette mère de famille quand elle apprend en fait que son propre fils a été victime lui aussi, c'est qu'elle essaye de bousculer une forme d'immobilisme, puisque le monde de l'art qui voit Claude Lévesque se déplacer avec des enfants ne réagit pas.
en fait. Alors même que sur beaucoup de lieux d'exposition ou de création sur lesquels se rendait l'évêque, une seule chambre d'hôtel était réservée pour lui et 7 assistants mineurs. Et rien ne se passe. Et ça va rendre totalement dingue cette mère de famille qui décide en fait de faire quelque chose qui au départ peut d'ailleurs l'exposer pénalement elle-même, d'envoyer des lettres anonymes pour que ça bouge, que des enquêtes commencent, que quelqu'un cherche ce qui se passe réellement. Sauf qu'elle ne signe pas ces lettres et donc les enquêteurs ne peuvent absolument rien en faire. Et c'est pour ça que l'affaire commence véritablement en 2019, quand Laurent Follon, qui est lui-même une ancienne victime, va dénoncer le premier le système à la justice. Et comment ça s'est passé justement pour Laurent Follon de se saisir de cette affaire, de déposer une plainte? Pourquoi est-ce que ça a mis ce temps-là et comment ça s'est passé au départ du coup quand il a déposé plainte? En fait, les victimes de pédocriminalité ont souvent quand même des trajectoires similaires. C'est-à-dire que d'abord, c'est une infraction, enfin, c'est des faits qui sont tellement violents à vivre, à garder ensuite émotionnellement dans la construction d'un être humain, que les verrous pour pouvoir le verbaliser à l'extérieur, et je parle à l'extérieur de soi-même, c'est-à-dire dans sa famille, sur son lieu de travail ou auprès de la justice sont quand même extrêmement lourdes. Les verrous qui font qu'au bout d'un moment, Laurent Follon a fini par en parler, il n'y a que lui finalement qui pourrait en fait décrire sa trajectoire émotionnelle. En général, pour qu'une victime de pédocriminalité puisse parler, il faut qu'elle soit en capacité de le faire, c'est-à-dire indépendante de son agresseur professionnellement, financièrement. Et c'est un sujet dans cette histoire-là. Laurent Follon a pendant très longtemps été dans le giron de Claude Lévesque, puis ne l'a plus été. Il est devenu lui-même un plasticien reconnu, vivant aujourd'hui en Suisse, très loin de Claude Lévesque. Donc ça, c'est une des premières conditions. La question souvent de l'entourage familial dans lequel vous évoluez et de sa bienveillance envers votre histoire est très importante, être soutenu par ses proches, par sa famille. Et pour Laurent Follon, ça a été le cas, puisque sa compagne l'a aussi aidé dans sa prise de parole. Et ensuite, il y a la capacité à dominer psychologiquement les faits dont on a été victime. Il a fallu, je pense aussi, que la société change de regard sur ces sujets-là. Et c'est pas pour rien que Laurent Follon prend la parole en 2019, 2 ans après que le mouvement MeToo, finalement, ait commencé son travail de libération de la parole aux États-Unis d'abord et en France ensuite. Quand tu parles du fait de dominer aussi psychologiquement ce qu'on a pu subir pour les victimes de Claude Lévesque, ça me fait penser aussi à la dernière personne qui a saisi la justice, qui est un revirement important, vous l'expliquez dans votre papier, parce que dans un premier temps, lui, il défendait plutôt l'évêque, avant du coup de se rendre compte aussi des choses qu'il avait pu subir. Est-ce que son cas aussi personnel explique et montre un petit peu le système et la mécanique d'emprise que Claude Lévesque pouvait exercer sur ses victimes? Oui, en effet, donc il y a une dernière victime qui s'appelle Léo Carbonnier, donc qui est un homme âgé de 35 ans aujourd'hui et qui s'est déclaré donc il y a très récemment, en novembre dernier, après effectivement avoir été entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs, avoir nié ce qui lui était arrivé, il a même écrit une lettre de soutien à Claude Lévesque au moment de l'apparition des articles du Monde, de Mediapart en 2021. Mais le cas de Léo Carbonnier est en fait très représentatif de toute cette affaire et de la position qu'ont eu aussi les autres victimes qui, comme l'explique Woody, c'est un chemin très très long, ce temps de la déprise, sortir aussi du déni dans lequel ils étaient pris au piège. Voilà, et c'est vrai que Léo Carbonnier, qu'on rencontrait du coup assez tard aussi dans ce travail d'enquête, on voit que ce temps de réappropriation de son histoire et de prise en main de son propre récit, effectivement, est très lent, très long. Mais par contre, et ça nous a beaucoup frappé quand il s'est décidé à porter plainte et à s'engager dans cette procédure, il l'a fait de façon extrêmement déterminée, très, très calme, en s'appuyant aussi là sur son entourage.
Et lui, c'est aussi quelqu'un qui a qui a un profil un tout petit peu différent quand même des autres victimes, puisque lui, c'est un des rares à ne pas être dans le milieu de l'art. Même si paradoxalement, c'est celui qui au départ familialement est le plus lié au monde de l'art, parce que sa mère était collectionneuse d'art contemporain, et c'est comme ça qu'elle a rencontré Claude Lévesque. Mais ensuite, lui s'en est complètement détaché. Voilà, il évolue aussi dans un autre cercle qui, dans son cas, a l'air de le protéger aussi. Est-ce que tu peux justement aussi revenir peut-être plus précisément sur ce que tu disais là, le fait que Léo Carbonnier, lui, n'évoluait pas directement dans le monde de l'art, à la différence de Oui. la quasi-totalité des autres victimes, qui à chaque fois, du coup, collaboraient Ouais. avec Claude Lévesque. Ouais. Bah ça, c'est voilà, l'autre, ce qui nous a aussi frappé pendant ces deux années d'enquête avec Willy, c'est que il y a une phrase notamment d'une des victimes, Armand, qui dit, qui est vraiment très frappante, qui dit finalement presque plus que les abus sexuels, on a l'impression de sortir d'une secte, on a l'impression d'avoir été complètement vampirisé par quelqu'un qui a bâti une prophétie nous concernant, et en l'occurrence, dans cette prophétie, il y avait l'idée d'en faire des artistes, qui deviennent... et ça, ils le racontent tous très bien. Ils ont été à la fois... c'est donc le versant plus positif, disons, c'est qu'il les a ouverts à ce monde de l'art contemporain. Comme disait Willy, ça c'était vraiment une de ses méthodes. Il les a impliqués presque comme ses assistants au cours des montages d'expositions qu'il faisait un peu partout en France. Donc il y a eu cette éducation à l'art quelque part. Il leur a montré beaucoup de films, voilà, ça c'est Léo Carbonnier qui en parle, de André Téchiné, de Pasolini. Il leur a montré beaucoup d'art aussi. Il leur a fait lire aussi donc il y a tout un terreau littéraire qui est quand même très particulier, hein, qui était aussi une façon pour lui de les comment dire, les endormir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais enfin en tout cas de les faire entrer dans ce monde-là. Donc si on pense à René Scherrer, à Ockenghem, à Tony Duvert, à Tournier, tout ça, c'est des lectures qu'il leur a mis entre les mains. Et ensuite, donc, avec la plupart de ces victimes, il leur a aussi mis parfois une caméra entre les mains. Donc l'un est devenu vidéaste, l'autre, qui s'appelle donc David, qui est le frère, donc il y a deux frères, est devenu son assistant personnel, ensuite régisseur de galerie. Donc ils sont tous dans ce monde de l'art contemporain, et pour certains, ils ont aussi co-signé des œuvres avec lui, notamment les fameux néons. Donc il y a une de ces marques de fabrique, il a créé beaucoup de néons, donc à message, qu'il faisait écrire par ces jeunes garçons, voilà, d'une main un peu tremblante, un peu vulnérable. Et dans sa mécanique d'emprise, et aussi dans sa mécanique pour attirer ses victimes, on l'expliquait aussi un petit peu là au début avec toi, Willy, mais quand vous décrivez son système, vous expliquez que Claude Lévesque se rapprochait des familles, faisait en sorte que les familles lui fassent confiance pour ensuite attirer leurs enfants vers lui. Oui, et c'est peut-être ce que j'ai pas dit tout à l'heure dans la mécanique aussi. Je parlais des verrous, les choses qu'il faut déverrouiller pour parler. Bah là, il y a les parents au-dessus. Et c'est très compliqué parce que il y a une forme de culpabilité terrible aujourd'hui des parents de certaines victimes, dont d'ailleurs Sandrine, la fameuse mère de famille qui envoie les lettres, nous dit c'est très douloureux à vivre parce que c'est nous-mêmes qui avons introduit le loup dans la bergerie, en fait. Mais pour que les victimes puissent parler, il faut qu'elles y soient aussi autorisées quelque part par la transgression que ça implique à l'égard du choix de leurs parents d'abord d'être amis avec Claude Lévesque. Il faut que les parents entrent en adhésion avec cette idée de dénoncer quelqu'un qui a été non seulement leur ami, mais il faut dépasser la dimension de culpabilité que ça peut générer chez eux. Lévesque, par ailleurs, c'est quelqu'un qui est, je vais essayer de dire ça bien, mais c'est quelqu'un qui est terriblement, qui va vraiment, moi c'est ça qui m'a frappé dans la citation d'Armand, on s'est comme libéré d'une secte
et d'un gourou. En fait, c'est quelqu'un qui a complètement pris leur cerveau, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et ça explique aussi la difficulté du déverrouillage de la parole et du fait que ça prenne plusieurs décennies. C'est qu'en fait, Claude Lévesque a fabriqué des petits Claude Lévesque, quelque part, en les faisant devenir artistes, mais en leur expliquant aussi, et c'est là qu'il leur a fait un mal infini, et qui va bien au-delà, finalement, sans relativiser quoi que ce soit, des violences sexuelles intrinsèques, c'est la dimension psychologique du fait qu'il leur faisait croire que c'était de l'amour, que c'était des sentiments réels, qu'ils étaient exclusifs dans leur rapport à cet artiste, qui, pour beaucoup, leur a donné une vie trépidante. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui allaient à la Biennale de Venise, qui allaient à New York, qui co-signaient des œuvres dingues, qui ont participé à un travail artistique de premier plan. Et d'ailleurs, tous le disent, ils étaient pris dans cette dichotomie entre une vie géniale et une vie monstrueuse, en fait. Et il faut sortir de cette tension-là pour pouvoir témoigner. Et c'est très compliqué de sortir de cette tension-là. Et ce que vous expliquez aussi dans sa mécanique d'emprise psychologique, c'est la façon dont il mettait en compétition ces différentes victimes et les différentes personnes qu'il abusait. Oui, en fait, il faisait croire à chacune de ses victimes qu'elles avaient un rapport d'exclusivité avec lui. Alors d'exclusivité, ça ne veut pas forcément dire que amoureux et sexuel, c'est aussi intellectuel, en fait. Or, tous ont appris que leur système était dupliqué, en fait, à l'identique. C'est ça qui est assez dingue dans ce personnage et dans l'emprise qu'il a opéré, enfin, qu'il a reproduit, en fait, pendant des années, selon un schéma hyper récurrent, et qu'on retrouve de manière troublante dans l'histoire de quasiment toutes les victimes qu'on a interrogées. Avec peut-être juste, j'ajoute une petite chose qui est, effectivement, la plupart ont découvert, en tout cas, l'ampleur du système et du nombre de victimes avec lesquelles ils reproduisaient les mêmes schémas. Mais il y a aussi une autre dimension, et ça aussi, ça participe quand même du verrouillage total du côté des victimes, c'est qu'il en a fait, pour certains, disons ceux avec lesquels il a passé le plus de temps, il en faisait aussi des dépositaires de son secret. Donc ils sont devenus, pour certains sont devenus, étaient et victimes et témoins aussi des agissements de Claude Lévesque. Donc ça aussi, c'est quand même une façon de les emprisonner complètement et d'imposer une forme de silence, puisque c'est cette position très ambiguë, très délicate. En fait, sur le silence, il y a pour compléter ce que dit Claire, le témoignage de David, donc qui est celui qui a subi les faits les plus longs. Lui dénonce des faits qui vont de 8 à 17 ans. Il est devenu ensuite l'un des assistants privilégiés de Claude Lévesque. Donc il a travaillé avec lui encore quasiment une décennie supplémentaire. En fait, pour que lui réussisse à parler, ça impliquait quasiment de déconstruire l'intégralité de tout ce qu'il est devenu depuis qu'il était enfant. Son métier, son employeur, ses références intellectuelles, aller contre l'amitié de ses parents avec Claude Lévesque, rompre un secret qui est très difficile. Son frère, à lui, est victime également. Les deux frères ignoraient au départ qu'ils étaient victimes, donc il fallait s'annoncer aussi à l'autre. C'est monstrueux, en fait. Et cette démarche-là explique que le silence est pendant longtemps beaucoup plus confortable. Parce qu'en fait, quand vous parlez, vous perdez tout. Et il faut reparamétrer l'intégralité de sa vie. Et ça prend des années, en fait. Ce qui peut paraître étonnant aussi dans cette affaire, c'est qu'on comprend bien la difficulté, enfin en tout cas on comprend le long silence. Ce qui peut paraître plus étonnant, c'est le silence des gens à côté qui auraient pu être témoins, parce que vous l'expliquez aussi dans tout ça, c'est que en fait c'était sous nos yeux depuis très très longtemps, et celles et ceux qui suivaient aussi potentiellement de près Claude Lévesque. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait eu un silence si long, ou que personne ne puisse s'étonner ou sonner une petite alerte à des moments je pense aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple quand il réservait des hôtels et qu'il y a une seule chambre qui est prise pour lui et tous ses assistants, pourquoi il n'y a pas eu des petits trucs qui ont pu sonner l'alerte plus tôt? Alors pourquoi, c'est difficile à expliquer, et honnêtement on n'a pas la réponse.
Aujourd'hui, là, on reçoit quand même beaucoup de témoignages aussi suite à la publication des papiers sur voilà, de gens du monde de l'art, des institutions, des centres d'art, des musées qui voilà, se souviennent, relisent aussi certains épisodes, certaines expos où effectivement ils disent bah oui, on l'a vu avec un adolescent, avec après, voilà, c'est difficile effectivement de comprendre comment ça a pu, de façon si massive, si répétée, se reproduire sans que jamais personne ne s'alarme. Sans doute, et ça c'est sans doute un examen général, un mea culpa général aussi, qui va peut-être avoir lieu dans l'art contemporain. C'était vraiment une œuvre, enfin ça il faut quand même prendre la mesure aussi, très, et il y en a d'autres hein, dans ces années-là, très complexe, parce donc il travaillait sur l'enfance essentiellement. Il y avait toujours quelque chose voilà, d'un peu aigre-doux dans l'œuvre de Claude Lévesque, d'un peu grinçant et en même temps aussi assez poétique, assez. Et donc là, je pense même collectivement, le monde de l'art s'est ébahi, s'est laissé aussi un peu, voilà. Porté par ça et peut-être aveuglé aussi du coup d'une certaine manière. D'ailleurs, dans votre enquête, vous parlez aussi justement de la réaction du monde de l'art, notamment en janvier 2021, après la révélation de l'affaire par Le Monde, Mediapart et Libé, avec dans la foulée une tribune qui réclamait alors la présomption d'innocence pour Claude Lévesque, qui demandait aussi de ne pas décrocher tout de suite certaines de ses œuvres. Est-ce que toi, par exemple, Claire, qui suis de près ce monde-là, est-ce qu'elle t'avait surprise aussi cette réaction-là de la part du monde de l'art après les premières révélations ? Alors, elle a été publiée, cette tribune, dans Art Press, qui est une revue d'art contemporain très, très célèbre, qui existe depuis la fin des années 70, qui est portée par Catherine Millet, qui avait écrit ce fameux livre La vie sexuelle de Catherine M, qui a été aussi une des signataires de cette tribune suite au lancement du mouvement MeToo et qui défendait le droit d'importuner. Donc, voilà, c'était pas très surprenant que cette tribune, en tout cas, apparaisse dans Art Press. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est le nombre de signataires. Il y a 65 personnalités du monde de l'art qui l'avaient signé, avec beaucoup de très gros noms d'artistes, de directeurs d'institutions, d'architectes aussi. On trouve Patrick Bouchin, Rudy Ricciotti, voilà, des gros noms d'artistes. Carlos Kousnir, par exemple, était signataire. Des galeristes. Il y a le premier galeriste, par exemple, de Claude Lévesque, Yvon Lambert, qui en faisait partie. Bon, après, cette tribune, donc il y a 4 ans, on n'était pas tout à fait au même stade non plus du mouvement MeToo qu'aujourd'hui. Elle portait aussi sur le fait de ne pas canceller l'œuvre de Claude Lévesque. Voilà, aujourd'hui, je trouve que la donne a radicalement changé et c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer dans le papier, c'est que contrairement à beaucoup d'autres œuvres, le travail de Claude Lévesque, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, était vraiment inextricablement lié à son rapport aux enfants et aux adolescents et qui étaient ses victimes. Il les a fait travailler, il a nourri son travail de cette fréquentation des jeunes gens. Là, pour le coup, l'éternelle séparation de l'homme et de l'œuvre, elle est vraiment à interroger. On peut la remettre en question. Et là, par rapport au contexte dans lequel on est actuellement, est-ce que ça pourrait ouvrir, par exemple, un MeToo dans le monde de l'art contemporain avec cette affaire Claude Lévesque ? Nous, on enquête là-dessus. C'est ce qu'on a envie de comprendre aujourd'hui. Après, on s'est posé des questions tous les deux, qui sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse, et qui est pourquoi, en fait, quand vous voyez un artiste de sa trempe se déplacer pendant 40 ans avec un adolescent avec lequel il a 30 ans de différence d'âge, et qu'il dort dans une seule chambre d'hôtel, pourquoi ça ne clignote nulle part, en fait ? Pourquoi personne ne parle ? Ni à Venise, ni à Paris, ni à Grenoble, ni à New York, ni nulle part.
On s'est demandé si c'était parce que, justement, Claude Lévesque a cette thématique dans son travail, parce que, quelque part, plus c'est gros, plus ça passe, et vous pouvez pas mentaliser qu'en fait, il le fait sans se cacher, et que donc, s'il ne se cache pas, c'est qu'il n'y a rien à comprendre, et en tout cas, il n'y a rien à trouver, et qu'en fait, après tout, pourquoi dénoncez-vous ce que personne d'autre ne dénonce? Une espèce de cécité collective, une espèce de déni collectif, qui est quand même toujours perturbant psychologiquement. On a du mal à comprendre. Franchement, on a du mal à comprendre parce qu'on s'aperçoit quand même que beaucoup de gens avaient senti que des choses graves se passaient. On est contacté d'ailleurs aujourd'hui par certaines personnes qui nous disent voilà, moi je ne respirais pas à l'époque, je me sentais pas bien, j'ai gardé des photos, j'ai gardé des traces pour au cas où un jour ça servirait. Et en fait, cette matière arrive aujourd'hui. La question finalement, c'est aussi de savoir si à partir du moment où vous avez un doute, mais que vous validez la chambre, que c'est vous qui la payez, par exemple, c'est les institutions culturelles qui finançaient les déplacements de Claude Lévesque, qui réservaient les chambres. Est-ce que quelque part on n'est pas déjà un peu complice soi-même? Donc du coup on va pas s'auto-incriminer et on préférerait se dire que finalement ce n'est pas ce qu'on croit que c'est. Et donc il y a une espèce comme ça de tétanie collective où personne ne bouge et ensuite voilà, 40 ans passent quoi. Aujourd'hui, vraiment, la question, c'est est-ce que le monde de l'art, sur ce sujet-là, sur ce cas-là, Claude Lévesque, mais peut-être aussi sur d'autres, va enfin bouger, en fait. Et nous, on enquête là-dessus. Et j'ajoute juste qu'on est aussi donc, dans un moment qui est donc, différent de celui d'il y a 4 ans, au moment de la révélation de l'affaire, de la plainte de Laurent Follon, etc., qui est que on assiste à un frémissement quand même d'un MeToo art contemporain là, qui déborde complètement le cadre de l'affaire Lévesque, qui est parti plutôt des écoles d'art contemporain, où il y a eu tout un mouvement balance ton école d'art avec voilà, beaucoup de dénonciations de ce système là aussi assez particulier des écoles d'art où ce sont des artistes confirmés qui enseignent à de futurs artistes. Voilà, et ça crée parfois, enfin même assez souvent des cas problématiques. Donc il y a une tentative en tout cas de début d'organisation pour que la parole voilà, puisse se libérer. Donc peut-être que ça va aussi entrer en résonance, en écho. Dans la difficulté des révélations et des témoignages sur le cas de Claude Lévesque, vous expliquez aussi qu'il y a eu des propositions de confidentialité de la part de Claude Lévesque à certaines de ses victimes. De quoi il s'agit, ça? Alors, c'est un cas qu'on a trouvé, mais qui est un cas qui peut-être est similaire à d'autres. Là, je ne parle pas forcément que du cas de Claude Lévesque, mais en fait, c'est David, toujours cette victime, qui lui a vraiment suivi une trajectoire très, très saisissante, parce que quand je parlais tout à l'heure de ce que ça coûte de parler, le silence est tellement, au départ, le mot est bizarre, mais confortable, que, en fait, pour que la vérité n'éclate pas, David a même pendant très longtemps essayé lui-même qu'elle n'éclate pas en détruisant des preuves, en allant jusqu'à détruire des preuves. Il nous raconte qu'en fait, quand de premières alertes arrivent et que Claude Lévesque panique, il lui demande de faire le tri dans des photos qui sont des photos potentiellement compromettantes. Et David va aller jusqu'à casser des disques durs et les jeter dans des poubelles à Saint-Nazaire. On raconte cette scène dans l'un des papiers, pour ne pas avoir à parler, tellement c'est douloureux et tellement il peut y avoir des répercussions. Et donc, David, son cas est particulier. Lui était salarié de la galerie qui représentait Claude Lévesque. Et au moment où, en fait, il a basculé en travaillant avec son frère, avec une nouvelle avocate, il a pu dénoncer un système dans lequel il était entré. C'est-à-dire qu'au moment où l'affaire éclate, Claude Lévesque l'emmène, lui, chez son avocat de l'époque, qui s'appelle Emmanuel Pierrat. À ce moment-là, David ne parle pas de ce qu'il a vécu, mais
très vite, il va quand même en parler à une collaboratrice d'Emmanuel Pierrin. Et à ce moment-là, au lieu d'encourager sa prise de parole, va lui être donc proposé par Claude Lévesque un accord qui, en fait, est officiellement le versement de sa rupture conventionnelle, parce qu'en fait, donc, il est salarié de la galerie. Au titre du fait qu'il demande une rupture conventionnelle, on lui doit de l'argent. Enfin, en tout cas, on peut s'entendre sur une somme d'argent eu égard à cette rupture. Mais en fait, on va lui expliquer que le versement de cette somme qui lui est due et qui est normale est conditionné à la signature d'un protocole. Et dans ce protocole, on lui met des clauses de confidentialité et de non-dénigrement. Or, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir cet argent parce qu'il lui est normalement dû, et la loi prévoit des indemnités compensatoires dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Il ne va pas signer le document, ce qui montre bien en fait légalement, il ne fallait pas signer ces clauses pour avoir l'argent. Donc on lui verse l'argent, il ne va pas signer le document, mais finalement ce document qu'on a pu consulter, effectivement, tentait d'acheter son silence. Moi, en tout cas, nous, c'est l'interprétation qu'on en a, puisque signer ce document, qui n'a pas de valeur juridique à notre sens, l'engageait à ne pas dénigrer et à ne pas témoigner de ce qu'il avait vécu. Et comment on réagit maintenant, Claude Lévesque et sa défense, suite à la publication des différents témoignages, suite aux différents dépôts de plainte et suite donc aux révélations aussi de Libération? En fait, il a fait un virage à 180 degrés. Au départ, en fait, la stratégie était plutôt la négation de ce qui s'était passé. Devant la multiplication des témoignages et le systématisme des témoignages, Claude Lévesque a fait donc un certain nombre d'aveux dans la procédure. Donc aujourd'hui, cette procédure est à l'instruction. Donc il y a toujours une enquête qui est confiée à une juge d'instruction du tribunal de Bobigny qui devrait se clôturer dans les mois qui viennent. On est plutôt en fin d'enquête qu'en début d'enquête. Claude Lévesque, en fait, a reconnu des faits, en fait. C'est-à-dire que face à l'évidence, il ne nie plus. Mais la spécificité de ses aveux, c'est qu'en fait, il affirme qu'il a eu des relations sexuelles et sentimentales qu'il pensait consenties avec des adolescents, et lui martèle que ça s'est passé plutôt autour de leurs 15 ans. Et c'est pas anecdotique, puisque 15 ans, c'est l'âge actuel de la majorité sexuelle, et faire des aveux à partir de cet âge-là ou autour de cet âge-là, ça amoindrit votre responsabilité pénale. Or, la majorité des victimes que nous, on a eues en témoignage, nous disent que ça a commencé avant. Donc c'est pour ça que je parle d'aveux partiels. Et tout ça sera débattu, évidemment, au procès. Pour refermer un petit peu nos discussions, je voulais aussi que vous nous parliez un peu de la manière dont vous avez pu travailler et investiguer sur ce dossier, puisque je le disais au début de nos discussions, toi Claire, tu es spécialiste de l'art contemporain, toi Willy, tu es au service enquête. Comment ont débuté finalement vos investigations sur le sujet et comment vous retrouvez à travailler ensemble? Assez simplement, mais pour le coup, c'est absolument indispensable. Je ne me serais jamais lancée dans une enquête pareille sans la collaboration avec quelqu'un comme Willy qui a cette expertise, cette expérience du judiciaire, qui a aussi travaillé sur des sujets MeToo, si on peut les emballer comme ça de façon un peu grossière. Mais je pense que c'était une combinaison intéressante parce que donc effectivement moi je connais très bien le monde de l'art contemporain, je le fréquente depuis 20 ans comme journaliste et pas que, donc parce que j'ai aussi été à un moment donné commissaire d'exposition et donc j'ai aussi travaillé dans les institutions, donc je connais de l'intérieur aussi ce monde-là. Évidemment, quand l'affaire est sortie dans Le Monde en 2021, c'est une affaire qui, moi, m'a aussi beaucoup marquée, interpellée, parce que c'était un artiste sur lequel j'ai beaucoup écrit, qui faisait complètement partie du paysage culturel
voilà, du monde sur lequel j'écrivais. Et donc assez vite, voilà, j'ai pensé que c'était intéressant de continuer évidemment à travailler dessus. C'était une petite, enfin évidemment un début de travail qui a été fait à ce moment-là. On s'est douté qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, et notamment avec cette idée assez vite qu'on a eue avec Willy d'essayer d'embrasser à la fois une période très large, donc c'est quand même 40 ans d'abus, donc aussi de démentir complètement cet argument qui est toujours brandi, de dire c'était une époque, c'est la fin des années 70, la libération des mœurs, machin. Dans le cas de Claude Lévesque, ça tient absolument pas, puisqu'il reproduit exactement le même système dans les années 90, dans les années 2000, et peut-être au-delà. Donc voilà, ça c'était notre ambition, de démonter cet argument-là, de refaire une cartographie la plus complète possible. Voilà, et puis de montrer donc un système, quoi. Si tu peux compléter. Ouais, non, mais non, c'était très important, notre binôme, parce que Claire avait effectivement, arrivé avec tout l'univers culturel, intellectuel de l'évêque. Or, comme on a dit tout à l'heure, il est indissociable des actes. Moi, j'ai plus de familiarité, voilà, avec la mécanique judiciaire, ce qui est une procédure, etc. Mais ce qui était vraiment très bien, et d'ailleurs, on ne s'est pas du tout quitté pendant cette enquête, on a tout fait à deux, y compris les entretiens avec toutes les victimes. On a fait, voilà, on est allé les voir à chaque fois systématiquement ensemble, parce qu'en entretien, on avait les deux approches. Et on pouvait à la fois discuter des dynamiques de la procédure, de ce que ça implique de témoigner, de comment marche une enquête de gendarmerie, de magistrat instructeur, etc. Mais Claire avait la capacité à les remettre dans leur biographie avec Claude Lévesque, dont elle connaissait déjà tout. L'univers culturel, Claire connaissait les expos, donc elle avait une capacité à dire, ah bah oui, mais cette expo-là, où toi tu as participé en tant qu'assistant de Claude Lévesque, bah moi je la connais parce que je l'avais ou vue ou chroniquée. Et donc il y avait quelque chose pour le coup de très complémentaire dans la façon dont on pouvait interroger les victimes de manière totale, et en fait on comprenait à deux tout ce qu'elle voulait nous dire, en fait, finalement. Et un point aussi important, je le précise parce que je pense que ceux qui nous regardent, et puis les lecteurs de Libération et le grand public n'est pas toujours au courant, mais dans des enquêtes comme celle-ci, et même sur d'autres sujets, mais là sur une enquête liée aussi à des violences sexuelles, il y a aussi une implication juridique. Et donc là, par exemple, vos articles sont relus par un avocat avec qui travaille Libération, ce qui est important également, puisqu'il peut y avoir ensuite des conséquences juridiques, même après la publication d'enquêtes comme les vôtres. Oui, bien sûr, dès lors qu'on met en cause des gens, il est tout à fait permis pour eux de se défendre. En démocratie, c'est bien normal. Donc, on est parfois attaqué, effectivement, en diffamation ou sur d'autres qualifications pénales. Pour les journalistes, c'est plutôt souvent la diffamation. Aujourd'hui, mais les papiers sur Claude Lévesque viennent de sortir. On n'a pas été avisé de quoi que ce soit sur ce cas-là. Mais ensuite, nous, on défend notre travail. Ce qui est important de dire, c'est que ces enquêtes, je le répète toujours, parce que parfois notre métier est mal connu sur ce point, nos enquêtes, quand elles sont publiées, le sont évidemment avec une dimension contradictoire. C'est-à-dire que Claude Lévesque et ses conseils ont été interrogés par nous avant publication du premier volet. C'est pour ça qu'on connaît aujourd'hui la position de Claude Lévesque dans la procédure, et c'est ce qui rend aussi ce travail, à mon sens, fort. C'est qu'il est réalisé contradictoirement avec la position de Claude Lévesque, ce qui nous permet en fait de comprendre où se situent les implications et ce qu'aura à démêler la justice ultérieurement. Merci beaucoup Willy et Claire d'avoir été avec nous ce midi pour venir en parler, pour nous avoir parlé des révélations que vous apportez donc sur le site de Libération par rapport à Claude Lévesque accusé de viol sur mineur, et de nous avoir aussi un petit peu expliqué votre façon d'avoir enquêté sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.